Tu connais ce dit sur le fait que ta femme qui s'enfuit avec ton père signifie que tu es sur le point de t'assurer qu'ils vont tous les deux mourir fauchés et seuls? Ouais, moi non plus, parce que personne ne parle de ces choses-là jusqu'à ce que ça t'arrive. Mais me voici, preuve vivante que parfois, la vie écrit des blagues si sombres qu'elles deviennent carrément hilarantes. Il y a 3 mois, je pensais avoir tout compris. Un emploi décent dans une firme de comptabilité, une chouette petite maison dans la banlieue, une femme qui riait encore à mes terribles blagues de papa. Sarah et moi étions mariés depuis 8 ans. Et certes, les choses n'étaient plus exactement des feux d'artifice, mais je pensais que c'était normal. Nous étions à l'aise. Stables. Tous ces mots que les gens utilisent pour se convaincre que s'ennuyer, ça veut dire que c'est bien. Mon vieux Frank venait plus souvent depuis la mort de ma mère il y a 2 ans. Ça avait du sens, le gars était seul, il avait besoin de famille autour. Je me sentais même bien par rapport à ça, tu sais, comme si j'étais un bon fils, veillant à ce qu'il ne reste pas assis tout seul dans cette maison vide à parler aux photos de ma mère. Sarah semblait aussi apprécier sa compagnie. Elle demandait toujours quand il viendrait pour le dîner, préparait son rôti préféré, riait de ses histoires sur le bon vieux temps où les hommes étaient des hommes et où les scores de crédit comptaient vraiment. Mon Dieu, j'étais un vrai idiot. L'univers a ce sens tordu de l'humour concernant le timing. On pourrait penser que si ta femme s'apprête à détruire ton monde entier, elle aurait au moins la décence de le faire un mardi normal ou quelque chose du genre. Mais non, j'ai dû le découvrir le jour de mon anniversaire. Parce qu'apparemment, la vie a décidé que j'avais besoin d'un cadeau qui continuerait de donner. Et par donner, je veux dire me donner des coups de pied dans les couilles chaque fois que j'y pensais. Je suis rentré tôt du boulot. J'avais eu cette brillante idée de surprendre Sarah, peut-être de l'emmener à un bon dîner, obtenir un peu d'action d'anniversaire après. Le genre de romance de banlieue qui maintient les mariages en état de marche pendant des décennies. J'ai garé ma voiture dans l'allée et j'ai remarqué la vieille Chevrolet de Dad garée dans la rue. Rien de bizarre à ça, il vivait pratiquement chez nous le week-end. Mais quelque chose semblait bizarre dès que j'ai ouvert la porte d'entrée. La maison était trop silencieuse. Pas un silence normal. Le genre de silence qui te fait frissonner parce que ton cerveau capte quelque chose que ton esprit conscient n'a pas encore compris. J'ai appelé le nom de Sarah, rien en retour. J'ai appelé Dad, toujours rien. J'aurais dû partir. J'aurais dû faire demi-tour, remonter dans ma voiture et conduire jusqu'à ce que je tombe sur un océan ou une montagne ou une autre putain de planète. Mais tu sais comment c'est. Quand ton instinct te crie de fuir, il y a cette part masochiste de ton cerveau qui doit absolument savoir pourquoi. Alors je me suis dirigé vers notre chambre. Chaque pas ressemblait à un passage à travers du béton. Mon cœur faisait ce bruit étrange, comme s'il essayait d'échapper à ma poitrine avant que mon cerveau ne réalise ce qui était en train de se passer. Le parquet craquait sous mes pieds, le même craquement qui m'agaçait quand Sarah se levait pour boire de l'eau au milieu de la nuit. Sauf que maintenant ça ressemblait à une putain de marche funèbre. La porte de la chambre était fermée. En 8 ans de mariage, nous n'avions jamais fermé la porte de la chambre pendant la journée à moins que nous ne soyons... Enfin, à moins que nous fassions des choses nécessitant de l'intimité. Je suis resté là, ce qui m'a semblé 1 heure mais a probablement été 30 secondes, la main flottant au-dessus du bouton de la porte comme s'il était électrisé. Mes paumes étaient moites et j'avais ce goût métallique dans la bouche qui, je le sais maintenant, était de la terreur pure et concentrée. Quand j'ai finalement tourné cette poignée, l'univers a pris ce qui restait de ma foi en la décence humaine de base et l'a passé à la déchiqueteuse. Ma femme, ma putain de femme, était nue et enlacée avec mon père comme si elle essayait de l'absorber à travers ses pores. Ils étaient tellement perdus dans leur petit monde de trahison qu'ils n'ont même pas remarqué que j'étais là, regardant ma vie entière s'effondrer en temps réel. Je crois que j'ai émis un son. Pas un mot, juste ce bruit étranglé qui vient de quelque part au fond de ta poitrine quand ton cerveau fait court-circuit. C'est là qu'ils ont enfin levé les yeux. Le visage de Sarah est passé par toute une série d'expressions. Surprise, culpabilité, défi, et ensuite quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Comme si elle avait porté ce secret si longtemps qu'être prise sur le fait était en réalité une putain de bénédiction. Dad, par contre, Dad avait juste l'air agacé. Pas honteux, pas désolé, agacé. Comme si je perturbais quelque chose d'important au lieu d'assister à la destruction complète de tout ce que je pensais savoir sur ma vie. Le silence s'étirait entre nous comme un élastique sur le point de craquer. Je me souviens avoir pensé, dans un coin distant de mon esprit encore fonctionnel, que c'était le genre de moment dont ils écrivent des chansons country. Sauf que ces chansons se terminent généralement par quelqu'un qui se fait tirer dessus
ou qui conduit son camion dans un lac, et je restais là, comme un mannequin, essayant de comprendre ce que je voyais. Sarah a finalement parlé, et sa voix avait un ton décontracté qui rendait tout 10 fois pire. Elle ne semblait pas coupable ou honteuse, pas même particulièrement surprise. Elle avait l'air contrariée. Elle m'a dit que ce n'était pas ce que ça semblait être. Ce qui aurait été drôle si je n'étais pas en train de vivre ce que je suis, presque sûr était une légère crise cardiaque. Parce que, à moins que ce que ça semblait être n'ait été ma femme en train de baiser mon père dans notre lit pour mon anniversaire, je suis à peu près sûr que c'était exactement ce que ça semblait être. Dad s'est dégagé la gorge. S'est vraiment dégagé la gorge comme s'il était sur le point de faire une présentation lors d'une réunion de direction et a dit qu'il devait me parler. Qu'ils avaient l'intention d'avoir cette conversation depuis un moment. Cette conversation. Comme s'ils avaient planifié ce moment. Qu'ils l'avaient mis en scène. Peut-être même pratiqué leur réplique dans le miroir. La façon décontractée dont il l'a dit, le manque complet de honte ou de reconnaissance qu'il venait de faire exploser le mariage de son fils, ça m'a frappé plus fort que de les voir ensemble au départ. J'ai reculé hors de la pièce. Je n'ai pas couru, je n'ai pas crié, je n'ai pas lancé de coups de poing ou commencé à casser des meubles. J'ai juste reculé comme si je me retirais d'un animal sauvage. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine saisir le cadre de la porte. Sarah a appelé mon nom, m'a dit d'attendre, de les laisser expliquer. Sa voix avait cette pointe condescendante, comme si elle parlait à un enfant qui avait surpris quelque chose qu'il n'était pas censé voir. Ce qui, je suppose, est exactement ce qui s'était passé. J'ai réussi à atteindre la cuisine avant que mes jambes ne lâchent. Je me suis retrouvé assis par terre, le dos contre le réfrigérateur, fixant le stupide magnet de motivation que Sarah avait acheté qui disait « Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie ». L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper avec un couteau. Mon téléphone vibrait dans ma poche. Message texte, probablement du boulot, se demandant où j'avais disparu. La vie normale tentait d'interférer avec l'apocalypse qui se déroulait dans mon salon. J'ai pensé à répondre, à faire semblant que tout cela était juste un cauchemar dont je me réveillerais. Mais je pouvais les entendre se déplacer à l'étage, leur voix résonnant à travers les conduits, et je savais que c'était aussi réel que ça pouvait l'être. La pire partie n'était pas la trahison elle-même. C'était à quel point tout cela semblait planifié. Ce n'était pas un moment de faiblesse spontanée ou une erreur unique. La façon dont ils se regardaient, l'intimité aisée entre eux, le manque total de surprise quand je suis entré, cela se tramait depuis un moment. Peut-être des mois, peut-être plus longtemps. Pendant que je travaillais tard pour payer les cours de yoga de Sarah et les médicaments de Dad, ils étaient ici, chez moi, dans mon lit, planifiant l'avenir qu'ils pensaient avoir ensemble. Je suis resté assis sur ce sol de cuisine jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher, les écoutant s'habiller et murmurer l'un à l'autre comme des complices. Et quelque part entre la colère, la douleur et la totale confusion, quelque chose de froid et calculé a commencé à se former au fond de mon esprit. Ils pensaient avoir gagné quelque chose. Pensant qu'ils s'en seraient tirés avec le crime parfait, que j'allais juste me retourner et accepter les miettes d'explications qu'ils décidèrent de me balancer. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de déclencher. Quand ils sont enfin descendus, j'étais passé du sol de la cuisine au canapé. Parce que rester assis sur du linoléum pendant que ta vie s'écroule est juste triste. Ils sont entrés ensemble, putain d'ensemble, comme s'ils présentaient un front uni lors d'une réunion de parents d'élèves, au lieu d'expliquer pourquoi ils avaient décidé de réduire mon existence en cendres depuis l'orbite. Sarah avait mis sa tenue de conversation sérieuse, ce pull bleu qu'elle portait quand elle voulait avoir l'air responsable et digne de confiance. Dad portait son bon jean, celui sans tache de peinture. Il s'était vraiment habillé pour détruire ma vie. L'attention portée aux détails était presque impressionnante. Ils se sont assis en face de moi sur le love seat. Évidemment qu'ils l'ont fait, et Sarah a commencé à parler dans ce ton qu'elle utilisait quand elle essayait de me gérer. Calme, raisonnable, comme si elle expliquait pourquoi on ne pouvait pas se permettre des vacances cette année, au lieu de pourquoi elle avait été en train de sauter sur la bite de mon père dans notre lit marital. Elle m'a dit qu'il n'avait pas prévu que cela se produise. Ça s'était développé naturellement avec le temps. Ils avaient trouvé une vraie connexion, quelque chose de plus profond que ce que nous avions, elle et moi. Ils étaient amoureux et ils espéraient que je pourrais comprendre et peut-être même être heureux pour eux. Heureux pour eux. J'ai vraiment ri. Pas un rire amer ou sarcastique, juste un rire pur, étonné par l'audace de leurs remarques. Le visage de Sarah s'est serré comme si elle avait goûté quelque chose de aigre, et elle a demandé ce qui était si drôle. Je lui ai dit que j'admirais simplement la présentation. Les tenues assorties, le front uni,
le discours soigneusement répété sur le développement naturel et la vraie connexion. Très professionnel, il pourrait probablement emballer tout cet abord et le vendre à d'autres conjoints infidèles. Dad a finalement pris la parole, et sa voix avait une pointe défensive que je reconnaissais de mon enfance, quand il s'était fait prendre à faire quelque chose que ma mère désapprouvait. Il a dit que ce n'était pas comme ça qu'il voulait que j'apprenne, mais puisque c'était arrivé ainsi, autant agir comme des adultes. Des adultes à ce sujet. Ça venait d'un homme de 72 ans qui baisait la femme de son fils. C'était riche. Je lui ai demandé depuis combien de temps ce comportement adulte durait. La question est restée suspendue comme une mauvaise odeur, pendant qu'ils échangeaient un de ces regards que les couples partagent quand ils essaient de décider combien de vérité ils peuvent s'en tirer. Sarah a finalement admis que ça faisait environ 6 mois. 6 mois de dîner en famille où j'étais assis là comme un idiot, reconnaissant que ma femme et mon père s'entendaient si bien. 6 mois à travailler des heures supplémentaires pour m'offrir les petits extras qui rendaient notre vie confortable, pendant qu'ils étaient à l'étage à explorer leur connexion naturelle. 6 mois où papa me donnait des conseils sur le mariage et Sarah demandait quand il viendrait dîner. Le calendrier me donnait des démangeaisons. J'ai commencé à penser à toutes les fois où Sarah avait été distante. Toutes les excuses concernant le travail tard le soir ou les rencontres avec des amis. Toutes les fois où papa avait mystérieusement été indisponible quand j'appelais, ou avait des explications étranges sur pourquoi il ne pouvait pas rester après le dîner. Les signes étaient là, peints avec des lettres néons, et j'avais raté chacun d'eux parce que j'étais trop occupé à être un mari et un fils de confiance. Ils continuaient à parler, expliquant leurs plans comme s'ils discutaient d'une fusion d'entreprises. Sarah allait emménager avec papa. Ils avaient visité des endroits ensemble. Apparemment, mon anniversaire n'était pas la seule chose qu'ils avaient planifiée dans mon dos. Papa allait vendre sa maison, Sarah allait demander le divorce, et ils allaient repartir à zéro quelque part de nouveau. Peut-être en Floride, où le temps était agréable et le coût de la vie raisonnable. Ils avaient tout compris. Chaque détail était planifié, chaque obstacle considéré. Sauf pour une chose, ils avaient fondamentalement mal compris avec qui ils avaient affaire. Voyez-vous, voici ce que Sarah et papa ne savaient pas sur moi. Je suis vraiment bon dans mon boulot. Et mon boulot consiste à trouver de l'argent que les gens essaient de cacher. Je passe mes journées à traquer des actifs que des conjoints infidèles et des partenaires d'affaires malhonnêtes pensent avoir dissimulés, là où personne ne peut les trouver. Je connais tous les trucs, toutes les failles, toutes les manières créatives dont les gens essaient de déplacer de l'argent quand ils ne veulent pas qu'il soit découvert lors de procédures de divorce. Je sais aussi comment faire disparaître de l'argent. Pendant qu'ils expliquaient leur bel avenir ensemble, je cataloguais déjà mentalement chaque vulnérabilité financière qu'ils avaient. La pension de papa, sa sécurité sociale, l'équité de sa maison, son modeste portefeuille d'investissement. Tout cela géré par des comptes et des institutions avec lesquelles j'avais des relations professionnelles. Le fonds de retraite de Sarah, son petit héritage de sa grand-mère, même les comptes joints qu'elle pensait comprendre, chaque actif sur lequel ils comptaient pour leur fin heureuse. Ils ont terminé leur présentation et m'ont regardé avec espoir, comme s'ils attendaient que je les félicite pour leur honnêteté et leur souhaite du bien dans leur nouvelle vie ensemble. Le silence s'est étendu jusqu'à ce que Sarah demande à quoi je pensais. Je leur ai dit que je pensais aux logistiques. Sarah s'est animée, probablement soulagée que je ne crie pas ou que je ne jette pas des choses. Elle a demandé quel genre de logistique, et je pouvais voir qu'elle se préparait mentalement à discuter des horaires de garde et de la division des biens, comme si nous planifions des vacances au lieu de la destruction complète de tout ce que nous avions construit ensemble. J'ai demandé à papa s'il avait mis à jour son testament récemment. La question l'a pris au dépourvu, et il a bafouillé quelque chose sur le fait de ne pas voir la pertinence. J'ai expliqué que c'était très pertinent, en réalité, parce que s'il planifiait de commencer une nouvelle vie avec ma bientôt ex-femme, il voudrait probablement s'assurer que ses affaires étaient en ordre. Vous savez, au cas où quelque chose lui arriverait. La façon dont je l'ai dit a plongé Sarah dans une grande immobilité. Le visage de papa a pris cet air défensif à nouveau, et il a demandé ce que je voulais dire par « quelque chose lui arriverait ». J'ai précisé que je parlais de choses naturelles. Problèmes de santé, revers financier, le genre de problèmes qui tendent à frapper les hommes plus âgés qui prennent de mauvaises décisions concernant leur planification de retraite. Sarah a finalement compris que mon acceptation calme n'était pas tout à fait ce qu'il paraissait. Elle a demandé si je les menaçais, et sa voix avait cette petite tremblement qui me disait qu'elle commençait à comprendre qu'il n'avait peut-être pas réfléchi à tout aussi complètement qu'il le croyait. Je lui ai dit que je ne menaçais personne.
Je m'observais juste que les gens qui font des changements de vie dramatiques dans leurs 70 ans découvrent souvent que le monde est moins indulgent qu'ils ne s'y attendaient. Les ressources qui semblaient sûres peuvent disparaître du jour au lendemain. Les pensions peuvent être bloquées dans des bureaucraties. Les comptes d'investissement peuvent souffrir de mystérieux problèmes techniques qui mettent des mois à se résoudre. Papa semblait maintenant moins sûr de lui. Il a demandé où je voulais en venir et je pouvais voir la première lueur de réelle inquiétude dans ses yeux. Pour tous ses plans avec Sarah, il n'avait apparemment jamais considéré que son fils pourrait ne pas simplement se laisser faire et accepter d'être jeté. Je me suis alors levé parce que rester assis pour cette conversation me donnait l'impression de demander la permission pour quelque chose. Je leur ai dit qu'ils avaient clairement beaucoup réfléchi à leur avenir et je respectais ça. Mais j'avais aussi réfléchi à quelque chose et je pensais qu'ils méritaient de savoir dans quoi ils s'engageaient. Sarah a essayé d'interrompre quelque chose sur le fait de vouloir gérer le divorce de manière amicale, mais j'ai levé la main. Je n'avais pas fini de parler. J'ai expliqué que mon travail impliquait beaucoup de relations intéressantes avec des gens qui géraient l'argent des autres. Banques, sociétés d'investissement, administrateurs de régimes de retraite, bureaux de sécurité sociale, tous dotés de professionnels qui comprennent que parfois, les comptes doivent être gelés pendant que des enquêtes sont menées. Parfois, des documents sont mal classés. Parfois, des systèmes informatiques développent des bugs qui peuvent prendre des lustres à réparer, surtout lorsque les personnes subissant ces problèmes ont été signalées pour une activité potentiellement frauduleuse. La pièce devenait très silencieuse. Le visage de Sarah était devenu pâle, et papa commençait à avoir l'air de regretter plus que juste d'avoir été pris la main dans le sac. Je leur ai parlé de mon ami Marcus au bureau de la sécurité sociale, qui avait affaire à une augmentation massive de fraude aux prestations dernièrement. Comment il avait mentionné que tout changement soudain dans les arrangements de vie ou le statut relationnel déclenchait automatiquement des processus de révision qui pouvaient suspendre les paiements pendant des mois en attendant de vérifier que tout était légitime. J'ai mentionné Janet à la banque de papa qui m'avait raconté des histoires d'horreur sur des cas d'abus financiers sur les personnes âgées où des membres de la famille manipulaient les seniors pour leur faire prendre de mauvaises décisions financières. Comment les banques devenaient de plus en plus agressives sur le gel des comptes lorsqu'elles soupçonnaient ce genre de manipulation, surtout lorsque d'importants montants d'argent étaient déplacés par des personnes qui ne géraient généralement pas leurs propres finances. Sarah a demandé ce que je foutais, et il y avait une véritable panique dans sa voix maintenant. Elle commençait à comprendre que son parcours d'évasion méticuleusement planifié pourrait avoir des obstacles inattendus. Je lui ai dit que je ne faisais encore rien. Je partageais juste des informations intéressantes que j'avais apprises dans ma profession. Par exemple, savait-il que les fonds de retraite des enseignants pouvaient être suspendus pendant les procédures de divorce s'il y avait une suspicion de dissimulation d'actifs? Ou que les entreprises hypothécaires pouvaient rappeler des prêts immédiatement si elles découvraient que les propriétaires du bien avaient fait de fausses déclarations concernant leurs arrangements de vie ou leur statut relationnel? Papa avait maintenant l'air malade. Il a demandé si j'allais vraiment le détruire financièrement juste parce que j'étais en colère contre Sarah. Sa voix avait ce ton blessé, comme si j'étais déraisonnable au lieu de répondre à l'injustice complète des deux personnes en qui j'avais le plus confiance. Je me suis rassis et les ai regardés tous les deux pendant un long moment. Puis je leur ai dit la vérité. Je n'étais pas en colère à propos de Sarah. J'étais en colère à propos du mensonge. La planification. Les mois de tromperie pendant que je travaillais d'arrache-pied pour les soutenir tous les deux. La manière désinvolte dont ils s'étaient attendus à ce que j'accepte leur trahison et leur souhaite du bien dans leur nouvelle vie, bâtie sur les ruines de la mienne. Mais surtout, j'étais en colère contre leur arrogance. Ils avaient supposé que j'étais faible. Ils avaient supposé que je serais blessé et confus et trop dévasté pour réagir. Ils avaient compté sur le fait que je resterais le même idiot de confiance qui avait passé 6 mois à financer sa propre humiliation sans même s'en rendre compte. Ils avaient basé leur plan sur l'hypothèse que j'allais juste disparaître tranquillement et les laisser profiter des fruits de leur trahison. Sarah a essayé de parler, mais je n'avais pas fini. Je leur ai expliqué qu'ils avaient un choix. Ils pouvaient continuer leur belle romance, mais ils le feraient avec exactement les ressources qu'ils avaient gagnées par leur propre travail honnête. Pas d'argent de pension provenant de décennies de papa comptant sur le soutien familial. Pas d'avantage de retraite d'enseignante qui était partiellement financé par les actifs matrimoniaux que j'avais contribué. Pas de produits issus de la vente d'une maison que j'avais aidé à entretenir et à améliorer. Aucun compte joint qui existait grâce à mon revenu et mon historique de crédit.
S'ils voulaient être ensemble, ils pouvaient le faire faucher. Ou ils pouvaient reconsidérer leurs priorités et peut-être nous pourrions trouver une solution qui n'impliquait pas une guerre financière de terre brûlée. Papa pouvait retourner chez lui et retrouver sa vie normale. Sarah pouvait déménager tranquillement et nous pourrions gérer le divorce comme des gens civilisés. Tout le monde pourrait s'en aller avec sa dignité financière intacte. Le silence qui a suivi était absolument magnifique. On pouvait pratiquement entendre les rouages tourner dans leur tête alors qu'ils commençaient à réaliser combien de leurs actifs étaient vulnérables aux cauchemars bureaucratiques que je pouvais orchestrer sans jamais enfreindre techniquement aucune loi. Papa fut le premier à craquer. Il a demandé quel genre de calendrier je parlais pour que ces problèmes disparaissent. Et je pouvais voir Sarah le dévisager comme s'il abandonnait déjà leur grande romance. Je lui ai dit que c'était une question intéressante. Combien de temps cela prenait-il généralement pour restaurer la situation financière de quelqu'un après avoir été signalé pour activité suspecte? Des mois, typiquement. Parfois des années, surtout s'il y avait plusieurs agences impliquées et que la paperasse devenait de plus en plus compliquée avec de nouvelles irrégularités qui surgissaient mystérieusement pendant le processus d'enquête. Sarah s'est levée brusquement et m'a accusé de chantage. Sa voix était aiguë maintenant, et elle avait l'air de réaliser enfin que son plan d'évasion soigneusement orchestré n'était peut-être pas aussi infaillible qu'elle le pensait. Je l'ai corrigé. Le chantage consisterait à menacer de révéler quelque chose qu'il voulait garder secret en échange d'argent ou de faveur. Ce que je décrivais n'était que les conséquences naturelles des choix qu'ils avaient de faire. Quand des gens dans leur position apportaient des changements de vie aussi dramatiques, ces genres de complications étaient inévitables. J'aidais juste à les aider à comprendre à quoi s'attendre. Ils pouvaient faire les choix qu'ils voulaient, mais ils devaient probablement prendre en compte les coûts réalistes de ces choix, y compris les tracas bureaucratiques qui ont tendance à frapper les gens qui correspondent à certains profils démographiques et comportementaux. Papa s'est assis lourdement et a mis sa tête dans ses mains. Sarah était toujours debout, mais elle avait l'air moins défiant et plus calculateur. Je pouvais la voir faire des calculs, essayant de déterminer si leur amour valait la peine de potentiellement perdre tout ce qu'ils avaient travaillé durant leur vie entière. La beauté de la pression financière, c'est qu'elle ne nécessite pas de grands gestes ou de confrontations dramatiques. Elle reste juste là, rongeant les options des gens, jusqu'à ce qu'ils commencent à faire des choix différents tout seuls. Et contrairement à la manipulation émotionnelle ou aux menaces physiques, il n'y a rien d'évidemment mal à s'assurer que les gens comprennent pleinement les implications de leurs décisions. Je me suis levé et leur ai dit qu'ils n'avaient pas besoin de décider quoi que ce soit pour le moment. Ils devraient prendre le temps de réfléchir au type d'avenir qu'ils désiraient vraiment et à ce qu'ils étaient prêts à sacrifier pour y parvenir. Je resterai dans un hôtel pendant quelques jours, pendant qu'ils résolvaient les choses. En m'approchant de la porte, Sarah m'a appelé. Elle a demandé comment je pouvais être si froid à ce sujet, comment je pouvais transformer quelque chose d'émotionnel en une transaction financière. Et je me suis retourné et les regardé, vraiment regardé, pour ce que je savais probablement être la dernière fois que je la verrais en tant qu'épouse plutôt qu'en tant qu'opposante. Je lui ai dit qu'elle avait en fait transformé la situation en une transaction dès le moment où elle avait commencé à planifier sa stratégie de sortie, tout en vivant de mes revenus et en couchant avec mon père dans mon lit. Elle avait réduit nos 8 ans de mariage à un arrangement commercial dès qu'elle avait décidé que mes sentiments et mon avenir étaient moins importants que sa nouvelle relation. Je parlais juste sa langue. Les jours suivants allaient être très éducatifs pour eux deux. La chambre d'hôtel que j'avais réservée pour la semaine était l'un de ces endroits de séjour prolongé avec une kitchenette et un bureau, car j'avais du travail à faire. Un vrai travail, celui qui nécessite des tableurs, des appels téléphoniques et un niveau d'attention soutenu qui est difficile à maintenir lorsque vous dormez dans la même maison que les personnes qui viennent de faire éclater votre vie. J'avais apporté mon ordinateur portable, mon téléphone et un bloc-notes que j'avais rempli de notes durant notre petite réunion de famille. Des noms, des numéros de compte, des institutions, des délais, tout ce dont j'aurais besoin pour transformer leur belle romance en une catastrophe financière qui ferait passer la crise du logement de 2008 pour un léger inconvénient. Le premier appel que j'ai passé était à Marcus à la Sécurité sociale. Nous avions travaillé ensemble sur quelques affaires où des gens avaient perçu des prestations tout en vivant dans des situations qui violaient techniquement les exigences du programme. Marcus était l'un de ces employés gouvernementaux qui se souciaient réellement de bien faire leur travail, ce qui le rendait très utile quand il fallait attirer l'attention sur des irrégularités qui pourraient autrement passer inaperçues. J'ai expliqué que j'étais préoccupé par la situation de vie de mon père. Il avait 72 ans, récemment veuf,
Et j'avais remarqué certains signes qui indiquaient qu'il pourrait être dans une relation susceptible d'affecter son statut de bénéficiaire. Rien de dramatique, juste quelques changements dans ses habitudes de dépenses et ses arrangements de vie qui semblaient valoir la peine d'être examinés. Marcus a noté les informations concernant papa et m'a assuré qu'ils allaient enquêter. « Procédure standard », a-t-il dit. Chaque fois qu'il y avait des questions concernant les circonstances d'un bénéficiaire, il suspendait les paiements en attendant un examen complet. La beauté de la bureaucratie est qu'une fois qu'elle commence à bouger, il est presque impossible de l'arrêter. Les paiements de la sécurité sociale de papa, sa principale source de revenus, seraient gelés dans la semaine qui suivait pendant qu'ils enquêtaient pour savoir si ces nouveaux arrangements de vie constituaient un changement à signaler. L'enquête pouvait prendre des mois, surtout si la paperasse continuait à être retardée par des questions supplémentaires qui surgissaient mystérieusement pendant le processus d'examen. Ensuite, j'ai appelé Janet à la First National, où papa était client depuis 30 ans. Janet gérait les affaires d'abus financiers sur les personnes âgées et elle avait vu suffisamment de manipulation familiale pour se méfier de tout changement soudain dans le comportement financier d'une personne âgée. J'ai mentionné que j'étais inquiet pour papa. Il agissait différemment depuis que maman était morte, plus impulsif, et j'avais remarqué qu'il parlait de prendre des décisions financières majeures qui semblaient hors de son caractère. Rien de spécifique, juste l'inquiétude d'un fils que quelqu'un pourrait tirer parti de son chagrin. Janet a apprécié l'avertissement. Elle signalerait le compte de papa pour toute activité inhabituelle. Grand retrait, changement de bénéficiaire, tentative de restructuration de son prêt hypothécaire ou d'accès à son capital immobilier. Si quelque chose semblait suspect, il gèlerait immédiatement le compte et exigerait qu'il vienne avec des documents prouvant que ses décisions financières avaient été prises sans coercition. Étant donné son âge et sa récente perte, ils erreraient du côté de la prudence. Le fonds de pension était le suivant. Papa avait travaillé pour la ville pendant 40 ans et sa pension était administrée par une société qui prenait très au sérieux sa responsabilité fiduciaire. J'avais traité des affaires de fraude aux pensions auparavant et je savais qu'ils avaient des protocoles pour enquêter sur toute situation où les circonstances d'un bénéficiaire changeaient d'une manière pouvant affecter son admissibilité ou indiquer un abus potentiel. J'ai appelé leur ligne de fraude et expliqué que j'étais préoccupé par la prise de décision financière de mon père depuis la mort de maman. Il avait parlé de changements majeurs de vie, y compris potentiellement de déménagement et de restructuration de sa situation de vie, de manière pouvant affecter son statut de pension. Je n'étais pas certain qu'il comprenne les implications et je voulais m'assurer que quelqu'un puisse examiner sa situation avant qu'il ne prenne des décisions irréversibles. Le fonds de pension prenait ce genre de choses au sérieux. Il gèlerait immédiatement les paiements mensuels de papa et exigerait qu'il vienne pour un entretien pour vérifier que tout changement de vie était légitime et qu'il comprenait comment cela pourrait affecter ses prestations. Le processus pouvait prendre des semaines, peut-être des mois si des complications se présentaient ou si des documents supplémentaires étaient nécessaires. À la fin de la première journée, j'avais passé 14 appels téléphoniques et envoyé 6 courriels. Les revenus de papa allaient passer d'environ 4 000 € par mois à zéro, et chaque tentative qu'il faisait pour accéder à son argent déclencherait des examens supplémentaires qui prolongeraient indéfiniment le calendrier. Mais je n'en avais pas encore fini. La situation de Sarah nécessitait une approche plus délicate, mais elle était également plus vulnérable. Et les prestations de retraite des enseignants sont administrées par des agences d'État qui ont des règles strictes concernant la divulgation des actifs pendant les procédures de divorce. Toute tentative de dissimuler des actifs matrimoniaux ou toute indication qu'un conjoint essaie de manipuler le système pourrait entraîner la suspension des prestations en attendant un audit complet. J'ai contacté mon interlocuteur au sein du système de retraite des enseignants de l'État et expliqué que je traversais un divorce et que je voulais m'assurer que tout était géré correctement. Ma femme était enseignante et j'avais découvert qu'elle avait pris certaines décisions financières sans ma connaissance. Rien nécessairement illégal, mais je voulais m'assurer que tous les actifs matrimoniaux étaient correctement divulgués et qu'il n'y avait pas de tentative de cacher de l'argent qui devrait faire partie du règlement de divorce. Le système de retraite prenait cela très au sérieux. Il gèlerait immédiatement le compte de Sarah et exigerait que nous fournissions tous les deux des états financiers détaillés avant que des prestations ne puissent être libérées. Toute incohérence, comme des changements inexpliqués dans les arrangements de vie ou de nouvelles relations financières, déclencherait des enquêtes prolongées qui pourraient prendre des mois à résoudre. Mais la véritable beauté résidait dans le crédit de Sarah.
Vous voyez, nos cartes de crédit, notre hypothèque, nos prêts auto, tout était entrelacé après 8 années de mariage. Et lorsque les circonstances financières de quelqu'un changent de manière drastique, surtout lorsque ces changements impliquent une fraude ou une tromperie éventuelle, les entreprises de crédit ont la responsabilité de se protéger. J'ai commencé à passer des appels. Pas pour signaler quoi que ce soit de faux, ce serait illégal, mais pour informer nos créanciers de la situation familiale changeante et demander qu'ils examinent nos comptes pour toute irrégularité. La société hypothécaire, les sociétés de cartes de crédit, même l'administrateur du prêt automobile, toutes avaient des protocoles pour les situations où les circonstances d'un emprunteur changent de manière pouvant affecter sa capacité à payer. D'ici le 2e jour, Sarah commençait à découvrir que ses cartes de crédit ne fonctionnaient pas. Non pas parce que je les avais annulées, mais parce que les sociétés les avaient gelées en attendant les examens de notre situation financière modifiée. Son salaire d'enseignante était correct, mais il n'était pas suffisant pour couvrir les factures d'une maison qui avait été budgétisée sur la base de 2 revenus. Le paiement hypothécaire à lui seul engloutirait la plupart de son salaire net mensuel. Le téléphone a commencé à sonner mercredi. Sarah d'abord, sa voix serrée par la panique, demandant ce que j'avais fait à leur compte. J'ai expliqué que je n'avais rien fait à leur compte. J'avais simplement veillé à ce que les institutions concernées soient au courant des changements de situation familiale afin qu'elles puissent ajuster leurs évaluations des risques en conséquence. C'était la procédure standard durant les procédures de divorce. Mon père a appelé 2 heures plus tard. La sécurité sociale avait suspendu ses prestations en attendant un examen de sa situation de vie. Sa banque avait gelé son compte courant après avoir signalé des modèles d'activité inhabituels. Son fonds de pension voulait qu'il se présente à un entretien avant de pouvoir traiter son prochain paiement. Il voulait savoir ce qui se passait, et sa voix avait une tremblote qui n'était pas là pendant notre discussion à la table de la cuisine. Je lui ai dit ce que j'avais dit à Sarah, que lorsque les gens subissent des changements majeurs dans leur vie, notamment ceux qui impliquent un risque financier potentiel pour les institutions qui les soutiennent, celles-ci veulent naturellement vérifier que tout est légitime. Les examens étaient une procédure standard. Rien d'effrayant, tant que tout était en règle. Mais voici où la belle cruauté de la bureaucratie brille vraiment. Une fois que ces processus commencent, ils prennent une vie propre. Même si je voulais les arrêter, ce que je ne voulais absolument pas faire, il n'y avait pas de bouton magique à presser pour que les examens disparaissent. Chaque institution avait ses propres protocoles, son propre calendrier, ses propres exigences en matière de documentation et de vérification. Et chaque examen créait des documents qui déclenchaient d'autres examens dans d'autres institutions. Le compte bancaire gelé de mon père signifiait qu'il ne pouvait pas faire son paiement hypothécaire, ce qui a déclenché un examen par sa compagnie hypothécaire qui a découvert l'enquête de la sécurité sociale, entraînant un signalement de son compte pour fraude potentielle. Les prestations de retraite suspendues de Sarah signifiaient qu'elle ne pouvait pas démontrer un revenu stable pour ses demandes de crédit, ce qui signifiait qu'elle ne pouvait pas se qualifier pour les prêts nécessaires pour maintenir son style de vie en attendant que les autres enquêtes soient en cours. C'était comme regarder des dominos tomber, sauf que chaque domino était un élément critique de leur infrastructure financière, et j'avais passé 2 jours à les arranger avec soin afin que chaque effondrement déclenche le suivant. Le vendredi, ils m'appelaient tous les 2 plusieurs fois par jour. La panique dans leur voix était de la musique à mes oreilles. Non pas parce que j'appréciais leur souffrance, mais parce que j'appréciais leur compréhension soudaine que les actions ont des conséquences, et que bousculer quelqu'un qui gère des enquêtes financières professionnellement n'était peut-être pas leur meilleur choix. Sarah a laissé un message vocal qui était à moitié suppliant, à moitié menaçant. Elle m'a accusé de détruire leur vie par dépit, d'utiliser mes connexions professionnelles pour abuser du système, d'être vindicatif et cruel. Elle exigeait que je répare ce que j'avais fait et menaçait de porter plainte contre moi auprès de mon employeur et de diverses organisations professionnelles. L'ironie était que je n'avais en réalité rien fait d'illégal. Chaque appel que j'avais passé, chaque préoccupation que j'avais soulevée, chaque examen que j'avais demandé était complètement légitime et dans mes droits en tant que membre de la famille, concerné et conjoint en instance de divorce. J'avais simplement été très minutieux pour m'assurer que toutes les institutions concernées soient informées des circonstances changeantes qui pourraient affecter leur exposition au risque. La messagerie vocale de papa était différente. Il avait l'air plus vieux, plus fragile, comme si la réalité de sa situation commençait enfin à s'enfoncer. Il m'a demandé de le rappeler, a dit que nous avions besoin de parler,
que peut-être ils avaient été trop pressés dans leur planification. La confiance de notre réunion autour de la table de cuisine avait complètement disparu, remplacée par la voix d'un homme de 72 ans qui faisait face à la perspective de n'avoir aucun revenu et aucun accès à ses économies. Je les ai laissés douter durant le week-end. Lundi matin, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Sarah, sa voix à peine audible, demandant si nous pouvions nous rencontrer. Elle a dit qu'ils avaient besoin de parler, qu'il y avait peut-être un moyen de régler les choses qui serait mieux pour tout le monde. L'arrogance avait disparu, remplacée par le pragmatisme désespéré de quelqu'un qui venait de découvrir que l'amour ne paye pas les factures lorsque tes cartes de crédit sont gelées et que ton revenu a disparu. Nous nous sommes rencontrés dans un café au centre-ville, territoire neutre où ils ne pouvaient pas me surprendre avec des appels émotionnels dans la même chambre où j'avais découvert leur trahison. Ils avaient tous les deux l'air épouvantables. Mon père avait vieilli de 10 ans en une semaine et Sarah avait ce regard de personne qui n'avait pas dormi. Ils étaient assis en face de moi comme des suppliants et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je me sentais de nouveau en contrôle. Mon père a parlé en premier, d'une voix prudente et mesurée. Il a dit qu'ils avaient pensé à ce que j'avais dit, aux complications que leur relation pourrait causer. Peut-être avaient-ils été trop hâtifs dans leur planification. Peut-être y avait-il un moyen de gérer les choses qui serait moins perturbant pour tout le monde impliqué. Sarah a acquiescé, mais je pouvais voir le calcul dans ses yeux. Elle n'était pas là parce qu'elle avait soudain réalisé l'erreur de ses choix. Elle était là parce que leur belle romance avait heurté la réalité financière et avait perdu. Difficile de maintenir un amour passionné lorsque tu ne peux pas te permettre d'acheter des courses. Je leur ai dit que j'appréciais leur volonté de reconsidérer. Les différentes enquêtes et examens qui avaient été déclenchés par leur changement de mode de vie soudain prendraient des mois à résoudre, mais il pourrait y avoir des moyens d'accélérer le processus s'ils pouvaient démontrer que les changements n'étaient pas aussi dramatiques qu'ils avaient d'abord paru. Mon père a demandé ce que je voulais dire par là, et j'ai pu voir l'espoir scintiller dans ses yeux. Probablement en train d'envisager un scénario où il pourrait garder son revenu et sa dignité, tout en maintenant une certaine version de sa relation avec Sarah. J'ai expliqué que les différentes agences étaient préoccupées par les abus envers les personnes âgées et la dissimulation d'actifs. S'ils pouvaient démontrer que papa n'était pas manipulé et qu'il n'y avait aucune tentative de cacher des actifs matrimoniaux, les examens pourraient se résoudre plus rapidement. Mais cela nécessiterait des changements significatifs dans leurs projets actuels. Mon père devrait retourner dans sa propre maison et maintenir ses arrangements de vie normaux. Sarah devrait rester dans notre maison et maintenir l'apparence d'un mariage stable, pendant que nous travaillions lentement et soigneusement sur les procédures de divorce, avec une transparence financière totale. Toute relation entre eux devrait être complètement rompue, au moins publiquement, jusqu'à ce que toutes les enquêtes soient conclues. Le silence qui a suivi était magnifique. Je pouvais les voir essayer de comprendre s'il existait un moyen de manipuler ce système, un juste milieu qui leur permettrait de maintenir leur relation tout en récupérant leur argent. Mais la bureaucratie ne négocie pas, et j'avais veillé à ce que toute déviation de la séparation totale déclenche une vérification supplémentaire qui prolongerait leur exil financier indéfiniment. Sarah a finalement demandé combien de temps cela prendrait, et sa voix était à peine audible. Elle commençait à comprendre que leur grande romance allait leur coûter tout ce qu'ils avaient travaillé pendant toute leur vie. Je leur ai dit qu'il était difficile de le dire. Ces choses pouvaient prendre des mois dans les meilleures conditions, peut-être des années si des complications survenaient. L'important était que tout le monde devait apparaître complètement engagé à maintenir ces arrangements précédents jusqu'à ce que les examens soient conclus. Tout signe qu'ils essayaient encore de manipuler le système relancerait tout le processus. Mon père a demandé si j'allais continuer à vivre à l'hôtel, et je pouvais le voir calculer mentalement s'il pouvait se permettre de continuer à payer les dépenses de Sarah pendant que son propre revenu était gelé. Les comptes ne lui étaient pas favorables. Je leur ai dit que c'était une autre complication. Si je rentrais à la maison, cela aiderait à démontrer que nous étions engagés à maintenir des arrangements familiaux stables pendant que les différentes agences procédaient à leurs examens. Cela pourrait même accélérer le processus, puisque les enquêteurs préféraient voir des familles travailler ensemble plutôt que se fracturer durant des périodes stressantes. Le piège se refermait autour d'eux et ils le savaient. Ils pouvaient continuer leur relation et accepter la ruine financière, ou ils pouvaient y mettre fin et peut-être, récupérer leur vie à quelque chose qui ressemblait à la normale. Mais ils ne pouvaient pas avoir les deux. Sarah s'est excusée pour aller aux toilettes, et je l'ai regardée s'éloigner avec cette composition soignée de quelqu'un qui s'écroulait à l'intérieur, mais ne pouvait se le permettre.
Mon père était assis en face de moi, ayant l'air d'avoir été taillé dans le granit. Il m'a dit qu'il était désolé. Pas pour l'affaire, il ne pouvait pas tout à fait se résoudre à s'excuser pour ça, mais pour la façon dont cela s'était produit. Pour avoir laissé tout cela arriver de cette manière, pour ne pas avoir mieux géré la situation. Je lui ai dit que j'appréciais ça, mais que des excuses n'allaient pas réparer le bazar bureaucratique qui avait été déclenché par leur choix. Les différentes agences avaient leurs propres procédures et horaires, et les émotions personnelles n'entraient pas en ligne de compte dans l'efficacité gouvernementale. Quand Sarah est revenue, ses yeux étaient rouges mais sa voix était stable. Elle a demandé ce qui se passerait s'ils acceptaient de mettre fin à leur relation et de revenir à leurs arrangements précédents. Combien de temps avant que leurs finances soient rétablies? Et quelle garantie avait-il que je ne déclencherais pas de nouvelles enquêtes une fois qu'ils seraient de nouveau sur un terrain stable? J'ai expliqué que je ne pouvais pas offrir de garantie concernant les délais bureaucratiques, mais je pouvais promettre que je ne déclencherais aucune nouvelle préoccupation tant qu'ils maintiendraient des limites appropriées. Les enquêtes suivraient leur cours naturel, et en supposant que tout soit en règle, leurs prestations et comptes seraient rétablis éventuellement. Mais il y avait une chose de plus dont nous devions discuter. Le divorce était toujours en cours, cela n'avait pas changé. Je ne pouvais pas continuer à être marié à quelqu'un qui m'avait trahi si complètement, et je n'étais pas intéressé à prétendre que tout allait bien juste pour faciliter leur vie. La question était de savoir si nous le gérerions discrètement et à l'amiable, ou si cela deviendrait une bataille prolongée qui impliquerait inévitablement plus de contrôle financier et de découverte d'actifs. Le visage de Sarah est devenu pâle. Elle a demandé ce que je voulais, et j'ai pu voir qu'elle se préparait à recevoir des exigences qui la puniraient au-delà de la simple fin de sa relation avec Dad. Je lui ai dit que je voulais exactement ce que je méritais depuis le début. Honnêteté, respect et un règlement juste qui n'impliquerait pas qu'elle essaie de cacher des actifs ou de manipuler le processus. La maison, les voitures, les comptes de retraite, tout serait divisé selon la loi de l'État avec une divulgation complète et sans tentative de contourner le système. Dad retournerait chez lui et retrouverait sa vie normale. Sarah demanderait le divorce en invoquant des différences irréconciliables. Il n'aurait aucun contact pendant la procédure de divorce ou pendant au moins 1 an après. S'ils souhaitaient reprendre leur relation après cela, une fois que toutes les enquêtes seraient closes et que le divorce serait finalisé, c'était leur affaire. Mais ils commenceraient à zéro avec les ressources qu'ils auraient encore après avoir payé pour leur vie individuelle pendant la période de séparation. Les chiffres étaient brutaux, et ils le savaient tous les deux. Dad dépensait ses économies pour couvrir ses dépenses, alors que son revenu était gelé. Sarah ne pouvait pas se permettre le prêt hypothécaire avec son salaire d'enseignante seule, et elle devrait trouver un autre endroit où vivre une fois la maison vendue. Au moment où ils seraient libres d'être ensemble, ils seraient tous deux essentiellement fauchés, recommençant à 70 ans et 50 ans, respectivement. Ils se regardaient à travers la table du café, et je pouvais voir le moment où leur grande romance est entrée de plein fouet dans la réalité financière et a perdu. L'amour pourrait conquérir tout, mais il ne paie pas les médicaments sur ordonnance ou les paiements hypothécaires, ou les 1000 autres dépenses qui permettent à la vie de fonctionner. Dad fut le premier à craquer. Il a dit à Sarah qu'il était désolé, mais qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre tout ce pourquoi il avait travaillé toute sa vie. Il avait besoin de sa pension, de sa sécurité sociale, de sa maison. Il ne pouvait pas risquer la ruine financière pour une relation qui était probablement de toute façon vouée à l'échec, compte tenu des circonstances. Sarah est restée là, silencieuse pendant un long moment. Puis, elle m'a demandé si j'étais satisfait. Si c'était la vengeance que j'avais planifiée, si détruire leur bonheur valait tous les efforts que j'avais mis dans l'orchestration de leur effondrement financier. Je lui ai dit la vérité. Ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question de conséquences. Ils avaient fait des choix basés sur l'hypothèse que j'étais faible, que j'accepterais simplement leur trahison et disparaîtrais tranquillement. Ils avaient planifié leur avenir en utilisant des ressources qu'ils n'avaient pu accumuler que grâce à la structure familiale qu'ils étaient en train de détruire. Ils comptaient de pouvoir me blesser sans aucun coup pour eux-mêmes. J'avais simplement veillé à ce qu'ils comprennent le véritable prix de leurs décisions. Si leur relation ne pouvait pas survivre à une pression financière de base, alors elle n'était probablement pas la grande histoire d'amour qu'ils s'étaient convaincus qu'elle était. Ils ont accepté mes conditions cet après-midi-là. Non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Dad rentrerait chez lui et ferait comme si rien de tout cela n'avait jamais eu lieu. Sarah demanderait le divorce et déménagerait tranquillement une fois que nous aurions trié les exigences légales.
Ils passeraient tous les deux l'année suivante à essayer de reconstruire la sécurité financière qu'ils avaient jetée par les fenêtres pour 6 mois d'infidélité comme des adolescents. La belle partie était que j'avais accompli tout cela sans enfreindre aucune règle. Chaque agence qui avait gelé leurs actifs et suspendu leurs prestations suivait les procédures standards. Chaque enquête que j'avais déclenchée était légitime et justifiée. J'avais simplement été très minutieux en veillant à ce que toutes les institutions concernées comprennent les circonstances changeantes qui pourraient affecter leur exposition au risque. Alors que je marchais vers mon hôtel cet après-midi-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des semaines. La satisfaction. Pas le frisson facile de voir quelqu'un souffrir, mais le profond contentement qui vient de voir la justice fonctionner réellement. Ils m'avaient trahi parce qu'ils pensaient pouvoir s'en tirer. Ils avaient planifié leur avenir en supposant que j'étais trop blessé et confus pour riposter efficacement. Ils s'étaient trompés sur les 2 points. Les procédures de divorce ont commencé la semaine suivante, et Sarah a déménagé 2 mois plus tard. Les prestations de Dad ont été restaurées après une révision de 6 semaines qui a conclu qu'il n'y avait pas eu de fraude, mais fortement recommandé qu'il fasse plus attention à ses arrangements de vie et à sa prise de décision financière à l'avenir. Au moment où tout était réglé, ils avaient tous deux appris une leçon coûteuse sur la différence entre l'amour et la luxure, et sur les coûts cachés de la trahison envers quelqu'un qui sait comment l'argent fonctionne réellement. Ils ne se sont jamais remis ensemble. 2 ans plus tard, je suis assis dans mon nouvel appartement. Plus petit que la maison, mais c'est le mien, et personne ne baise mon père dans la chambre, en lisant un post Facebook dans lequel Sarah a accidentellement mentionné mon nom. Sarah travaille maintenant dans un autre district scolaire, quelque chose à propos de avoir besoin d'un nouveau départ, et elle vit dans un studio à l'autre bout de la ville qui coûte plus par mois que notre ancien paiement hypothécaire. Le post est l'une de ces choses inspirantes sur le fait que parfois, la vie vous contraint à recommencer et que cela peut être une bénédiction déguisée. Je fais une capture d'écran et l'ajoute au dossier sur mon bureau intitulé « Mise à jour de karma ». Parce qu'apparemment, je suis assez mesquin pour documenter les conséquences à long terme de leur choix, et honnêtement, ça me va. Dad et moi ne parlons plus beaucoup. Nous échangeons des cartes de Noël et des appels téléphoniques maladroits pour les anniversaires, mais la relation facile que nous avions autrefois est morte dans cette chambre avec mon mariage. Il vit toujours dans sa maison, continue de toucher sa pension et sa sécurité sociale, mais quelque chose de fondamental a changé quand il a réalisé que les actions ont des conséquences même à 72 ans. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il sortait avec une veuve de son église. Quelqu'un de son âge qui a ses propres économies de retraite et ne vient pas avec un fils qui se spécialise dans les enquêtes financières. Le divorce a été finalisé il y a 18 mois et il a été exactement aussi propre et équitable que je l'avais promis. Sarah a obtenu sa moitié de tout, ce qui s'est avéré être beaucoup moins que ce à quoi elle s'attendait une fois que nous avons pris en compte les frais juridiques et la chute des valeurs immobilières. J'ai gardé les comptes de retraite que j'avais constitués grâce à mon travail. Elle a gardé les siens de l'enseignement et nous avons partagé les produits de la vente de la maison après le remboursement du prêt hypothécaire. Elle a essayé de contester la division une fois, prétendant que j'avais manipulé le système pour déprécier artificiellement nos actifs. Son avocat a déposé une motion alléguant que mes actions pendant la période de séparation constituaient un abus financier destiné à réduire son règlement. Le juge a rejeté cela après que j'ai fourni une documentation montrant que chaque enquête d'agence avait été légitime et que le gel des actifs avait été une procédure standard dans les circonstances impliquées. Il s'avère que mon mari a veillé à ce que les agences gouvernementales fassent réellement leur travail. N'est pas reconnu comme un motif d'augmentation de votre règlement de divorce. Le meilleur dans tout ça, et je le dis sincèrement, c'est que je suis en réalité plus heureux maintenant que je ne l'étais avant que tout cela ne se produise. Pas à cause de quelques conneries sur la façon dont la trahison m'a rendu plus fort, ou comment j'ai appris à m'aimer, ou n'importe quel autre discours de développement personnel que les gens lancent lorsque leur vie s'effondre. Je suis plus heureux parce que j'ai découvert quelque chose d'important sur moi-même. Je suis vraiment très fort en pensée stratégique quand quelqu'un me fout en rogne. Mon travail est devenu plus intéressant une fois que la nouvelle s'est répandue sur la manière dont j'ai géré ma situation personnelle. Il s'avère qu'il existe un marché en pleine expansion pour les comptables judiciaires qui comprennent à la fois les aspects techniques de l'enquête financière et les aspects psychologiques de la façon dont les gens prennent de mauvaises décisions avec l'argent. J'ai consulté sur 3 affaires de divorce majeures et 2 enquêtes pour fraude d'entreprise au cours de la dernière année, et ma réputation de minutie m'a rendu très populaire auprès des avocats
qui représentent des clients traversant des divisions d'actifs contentieuses. J'ai acheté une nouvelle voiture le mois dernier. Rien de luxueux, mais c'est la mienne, et je n'ai eu à consulter personne sur la couleur ou les modalités de financement. Je sors avec quelqu'un depuis environ 6 mois maintenant. Une femme nommée Lisa qui travaille dans l'informatique et n'a jamais rencontré mon père. Elle connaît les grandes lignes de ce qui s'est passé avec Sarah et Dad, mais je lui ai épargné le décompte détaillé de la façon dont j'ai orchestré leur effondrement financier. Certaines histoires sont mieux réservées à des inconnus sur Internet qui apprécient le savoir-faire impliqué. Lisa m'a demandé une fois si je regrettais la façon dont j'ai géré les choses, si je pensais être allé trop loin ou si je souhaitais avoir été plus compatissant. C'est une question juste, et j'y ai beaucoup pensé durant les moments de silence où l'on est forcé de se demander si l'on est vraiment une bonne personne ou juste quelqu'un qui a eu la chance de ne pas être pris en train d'être horrible. Voici ce que j'ai conclu. Je ne regrette pas m'être protégé. Je ne regrette pas m'être assuré que les personnes qui m'ont trahi ne pouvaient pas tirer profit de cette trahison. Je ne regrette pas d'avoir utilisé tous les outils légaux à ma disposition pour m'assurer que leur choix ait de réelles conséquences au lieu de simples conséquences émotionnelles. Ce que je regrette, c'est que cela ait été nécessaire en premier lieu. Je regrette que Sarah n'ait pas pu simplement demander le divorce si elle était malheureuse au lieu de m'entourlouper pendant 6 mois. Je regrette que Dad n'ait pas pu garder sa bite dans son pantalon ou au moins trouver quelqu'un qui n'était pas marié à son fils. Je regrette qu'ils aient tous deux supposé que j'étais assez faible pour qu'ils puissent simplement me piétiner et passer à autre chose pendant que je ramassais les morceaux. Mais surtout, je regrette qu'ils m'aient forcé à devenir quelqu'un capable d'orchestrer la destruction systématique de leur sécurité financière sans perdre le sommeil à cause de cela. Parce que la vérité est que je ne perds pas le sommeil à cause de ça. J'ai mieux dormi pendant ces semaines d'appels téléphoniques et de paperasse que je ne l'avais fait pendant des mois de mariage avec quelqu'un qui me trompait activement. Cela signifie probablement quelque chose sur mon caractère qui n'est pas entièrement flatteur. Mais cela dit aussi quelque chose sur le caractère des gens qui confondent la gentillesse avec la faiblesse et la confiance avec la stupidité. Sarah m'a envoyé un message il y a environ 6 mois via LinkedIn, de tous les endroits. Un site de réseautage professionnel, très approprié pour contacter votre ex-femme qui a détruit votre fonds de retraite. Elle a dit qu'elle avait réfléchi à tout ce qui s'était passé et qu'elle voulait que je sache qu'elle comprenait pourquoi j'avais réagi comme je l'avais fait. Elle a dit qu'elle espérait que tout allait bien pour moi et que peut-être un jour, nous pourrions parler des choses sans toute cette colère et cette douleur. J'ai lu le message 2 fois, puis je l'ai supprimé sans répondre. Pas parce que j'étais encore en colère. La colère nécessite de se soucier de quelqu'un, et j'avais réussi à ne plus me soucier de Sarah. Je l'ai supprimé parce qu'il n'y avait rien à discuter. Elle avait fait ses choix, j'avais fait les miens, et nous devions tous deux vivre avec les conséquences. Il n'y a pas de version d'une conversation entre nous qui se termine par une clôture significative ou une compréhension mutuelle ou tout ce bullshit thérapeutique dont les gens pensent d'avoir besoin. Certaines trahisons sont des ruptures nettes. Certaines relations se terminent définitivement, sans possibilité de rédemption ou de pardon, ou même de civilité de base. Et parfois, c'est en fait le résultat le plus sain pour toutes les personnes impliquées. J'ai appris que la vengeance, quand elle est bien faite, n'est pas une question de faire souffrir les gens, mais de s'assurer que les choix aient des conséquences appropriées. Sarah et papa n'ont pas souffert parce que je suis cruel. Ils ont souffert parce qu'ils ont pris des décisions qui avaient des coûts prévisibles et j'ai veillé à ce que ces coûts ne puissent pas être externalisés sur moi. Ils voulaient de commencer une nouvelle vie ensemble en utilisant des ressources qu'ils n'avaient pu accumuler que grâce aux relations qu'ils étaient en train de détruire. J'ai simplement veillé à ce que leur nouvelle vie soit financée exclusivement par leurs propres efforts individuels, sans aucune subvention des personnes qu'ils avaient trahies. Ce n'est pas de la vengeance, c'est juste de la comptabilité. Et s'il y a une chose dans laquelle je suis vraiment bon, c'est de m'assurer que les comptes soient équilibrés. Donc oui, ma femme s'est enfuie avec mon père, et je m'assure qu'ils meurent tous les deux fauchés et seuls. Eh bien, fauchés en tout cas. Quant à savoir s'ils mourront seuls, cela dépend d'eux. Mais étant donné leur jugement démontré dans les relations amoureuses, je ne suis pas optimiste quant à leur perspective. Pendant ce temps, je vais très bien. Mieux que très bien, en fait. J'ai un emploi dans lequel je suis bon, une petite amie qui ne connaît pas mon père, et un appartement où je peux regarder Netflix sans me demander qui va baiser qui dans mon dos. Parfois, les gentils les gagnent. Et parfois, les gentils sont juste ceux qui sont meilleurs pour jouer le jeu quand quelqu'un les oblige à se battre de manière déloyale. Faites de beaux rêves, Sarah et papa.
J'espère que ça en valait la peine.